Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par moi-même aujourd'hui sur le document unique d'évaluation des risques. C'est un document très important pour n'importe quel employeur et je propose aujourd'hui de regarder les démarches et comment vous pouvez répondre à cette obligation légale en tant qu'employeur. Pour cela, je vais partager mon écran. N'hésitez pas dans le chat à m'envoyer évidemment vos questions. Au fur et à mesure de la présentation, je me ferai un plaisir d'y répondre, minimum à la fin, et sinon au fur et à mesure des points. Alors, le document unique d'évaluation des risques. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et puis finalement, comment répondre à cette obligation légale? Alors, juste avant de répondre à ces questions, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Florence Delagneau, je suis la gérante du cabinet FD Conseil, basé au nord de Nantes. J'interviens sur toute la Loire-Atlantique depuis mars 2021 maintenant. J'ai eu l'occasion d'accompagner une petite centaine d'entreprises et en fait, nos domaines d'intervention sont doubles, la prévention des risques professionnels et le RGPD, avec une approche de mise en conformité tout simplement par rapport aux obligations réglementaires qui existent et qui s'appliquent aux entreprises et notamment les TPE-PME. Hop, alors, pour pouvoir diffuser et que vous puissiez retrouver ce webinaire, sachez qu'il est enregistré, donc si vous ne souhaitiez pas que vos remarques ou quoi que ce soit figure, bah, n'hésitez pas à m'en informer. Bonjour, Ouais. bienvenue. J'ai trop mes cheveux. Voilà. Et donc, le chat pour poser toutes vos questions. Ouais. Alors, pourquoi finalement s'intéresser à ce document unique d'évaluation des risques? En fait, ça contribue à la réduction d'un certain nombre de choses, et notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles, au-delà de répondre à une obligation légale. Je vous ai remis ici les enjeux en termes de chiffres. Ce sont les chiffres qui sont sur la Loire-Atlantique, qui date de 2022, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de procédures qui font que les chiffres ne sont validés que 2 ans après, notamment tout ce qui concerne les reconnaissances. Il faut savoir que sur notre département, on comptait en 2022 120 accidents du travail par jour sur la Loire-Atlantique, donc ce qui représente à peu près 44 000 accidents du travail par an. On avait également 5 000 accidents de trajet et 5 000 maladies professionnelles qui ont été reconnues cette année-là. Deux statistiques également, il y a 95% des accidents graves et mortels qui surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Et parmi tous ces accidents, on en a un quart qui concerne des salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté. Donc, on a un public qui est plus fragile, à la fois lorsqu'il prend son poste, donc pendant les 3 premiers mois, le temps qu'il s'y habitue, d'où l'importance de la formation. Et également, finalement, on retrouve dans la deuxième statistique des personnes qui sont moins habituées à leur travail et qui sont donc plus soumis à ce risque d'accident. Un petit rappel réglementaire. Si on fait le document unique et tout ce qui va avec, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'aujourd'hui, la loi le prévoit. Donc, c'est surtout le Code du travail, en fait, qui régit ça. Puis après, on a un certain nombre de jurisprudences. Le premier, c'est l'article L41-21-3 du Code du travail, qui demande à ce que l'employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Nous verrons un petit peu plus loin comment procéder à cette évaluation, que ce soit dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances, mais également des préparations chimiques, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, l'organisation du travail et la définition des postes de travail. Tout ça, ça doit être transcrit et mis à jour dans un document unique qu'on appelle également DUR, DURP, c'est tout la même chose. Donc, les résultats de cette évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et derrière, cette évaluation, elle doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, donc sur chaque poste de l'entreprise ou de l'établissement,
y compris ceux liés aux ambiances thermiques. C'est un sujet notamment avec les fortes chaleurs. Alors, on l'a moins vu cet été, hein, bien entendu, qui préoccupe beaucoup les services de santé publique. Petite information et à garder voilà, par-devers soi, c'est que l'employeur a désormais l'obligation, depuis 2022, de conserver son document unique, ses versions successives, pour une durée minimale qui ne peut pas être inférieure à 40 ans dans ces versions. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la durée de carrière d'un salarié. Et si demain, un salarié quitte votre entreprise et développe ou en tout cas présente les symptômes de TMS, notamment par exemple, ou alors même derrière une situation d'invalidité, en fait, il y aura une recherche des risques auxquels il a été exposé tout le long de sa carrière et notamment lorsqu'il était dans ses précédentes entreprises. Par rapport à toutes ces obligations légales, concrètement, qu'est-ce que doit prévoir l'entreprise? Le premier point, bah, c'est l'affichage obligatoire. Ça, c'est valable dès le premier salarié, quel que soit son statut. Il peut prendre différentes formes. Ça peut être de forme numérique, ça peut être sous forme de livret, notamment lorsqu'on travaille beaucoup sur des chantiers. Et dans ce cas-là, les salariés sont surtout au niveau des camions et vont moins souvent, par exemple, au dépôt, ou tout simplement à travers un panneau. Ce panneau, il doit être visible des salariés sur un lieu de passage, mais évidemment, il n'a pas à être exposé par rapport aux clients, sauf si vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce qu'il comprend? Bah, les coordonnées utiles, que ce soit des coordonnées comme le médecin du travail, l'inspecteur du travail, mais également comment réagir en cas d'accident. Et là, on peut retrouver les coordonnées du centre antipoison, de l'hôpital le plus proche, un rappel, parce que des fois, sous l'effet de la panique, on ne se rappelle plus le raccourci pour appeler les pompiers ou le SAMU dessus. On va également y trouver l'emplacement des documents référents. Bah, le document unique fait partie des documents référents, mais par exemple le règlement intérieur, la convention collective et différents textes de loi. Pour n'en citer quelques-uns, tout ce qui porte autour de l'interdiction de fumer ou de vapoter, la discrimination ou encore le harcèlement, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, chaque entreprise doit évaluer ses risques. Ça permet en fait de repérer les risques qui sont liés au travail dans l'entreprise, d'élaborer des plans d'action de prévention afin de préserver la santé physique et mentale des salariés. Là, on invite à évidemment associer un maximum de personnes dès lors que c'est faisable hein, à cette évaluation des risques, puisqu'en fait, il n'y a rien de mieux que le salarié qui connaît son poste de travail, qui sait dire, ah oui, là, effectivement, il y a un petit quelque chose ou pas, c'est pratique, c'est pas pratique, ça me donne mal au dos à la fin de la journée ou au bras, etc. Une fois que cette évaluation des risques est faite, en fait, on pourra formaliser le document unique. Voilà. Évidemment, ce document unique, il sera mettre à jour à chaque changement important. Alors, un changement important, c'est un changement de machine, c'est évidemment un changement de local de travail, c'est un nouveau process de fabrication ou un nouveau service, par exemple, que l'on peut proposer à sa clientèle. Et au minimum tous les ans. Aujourd'hui, les évolutions de texte de loi disent que si votre entreprise a moins de 11 salariés, en fait, cette obligation de mise à jour annuelle saute. Nous, on vous encourage quand même à au moins faire une passe sur les actions qui ont pu être menées dans l'année, de l'actualiser dans ce cadre-là. Et après, une fois que tout est formalisé, on sait quels sont les risques, à quel poste, quelles sont les conséquences, comment ça va se passer, ben, il faut former les équipes, les informer. Le document unique, c'est pas juste un document qu'on va faire, qu'on va mettre dans un tiroir parce que bah, si un jour on a un accident du travail ou l'inspection du travail qui passe, bah, au moins il est là et on sait le présenter. En tout cas, ça a évidemment moins d'utilité sous cette forme. Les conséquences juridiques de tout ça, c'est et les conséquences tout court et l'importance, bon, c'est évidemment en enjeu de baisser l'absentéisme, et notamment tout ce qui peut être lié à des mauvaises conditions de travail. C'est baisser aussi les accidents du travail, les maladies professionnelles qui ont un impact financier sur les entreprises. Alors, un impact d'abord parce que les gens ne viennent pas travailler, donc évidemment c'est moins de production. Un impact parce que ça va venir augmenter le taux de cotisation et donc, comme c'est un pourcentage de la masse salariale, bah, ça va aussi augmenter les frais personnels. Et puis, ça a aussi un impact parce qu'en cas d'accident grave, c'est la responsabilité personnelle de l'employeur qui peut être engagée et au maximum, on peut être accusé d'avoir mis en danger la vie d'autrui. Donc, ce sont des peines de prison qui vont derrière.
C'est également un sujet qui peut être abordé et qu'on retrouve au Conseil des prud'hommes lorsqu'il y a des salariés qui contestent soit une décision, soit un licenciement. Les conditions de travail reviennent de plus en plus régulièrement et notamment tous les sujets autour de la santé mentale. L'évaluation des risques, elle va se faire en 3 étapes. On a une première étape qui est la préparation. Là, l'idée, c'est que vous puissiez identifier les informations à rassembler, la méthodologie et les outils à mobiliser. Derrière, c'est finalement quel acteur de l'entreprise je vais mobiliser autour de ça. Alors, on pense au CSE pour les entreprises qui l'ont, mais ça peut être également le chef de l'entretien, une personne responsable de l'entretien plutôt des machines. Ça peut être toutes les personnes que vous jugerez pertinentes. Vous pouvez également faire appel aux services de santé au travail ou alors des prestataires extérieurs qui sont IPRP, donc là qui vont plutôt venir amener leur savoir-faire en la matière. Une fois qu'on est prêt, on commence l'identification et le recensement des risques. Donc là, on va regarder toutes les situations dangereuses. Par poste de travail, on va mesurer, on va échanger avec les salariés, on va observer ce qui se passe. On va regarder aussi tous les contrôles réglementaires. Est-ce que la pharmacie, elle est complète? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Et puis, on va intégrer tous les retours d'expérience. Donc, accident du travail, mais ça peut être aussi les incidents, tout simplement, qu'il peut y avoir. Ah, j'ai failli tomber. Bon, le failli, c'est important, ça n'a pas eu lieu, mais par contre, il y a peut-être un petit danger qui traîne là. Et les presque accidents. Donc en fait, ce sont des situations de danger, mais qui n'ont pas conduit jusqu'à l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Une fois que vous avez identifié toutes ces situations, il va falloir apprécier le risque. L'apprécier, ça va permettre de se dire, celui-là, ça, c'est un risque plus important que l'autre. Donc, vous allez pouvoir ordonner les risques du plus dangereux au moins dangereux. Ça va permettre derrière d'aider à planifier les actions de prévention, en commençant évidemment sur ce qui est le plus fréquent et qui est le plus dangereux pour chacun des salariés. Ça va permettre d'établir des priorités en fonction de critères, fréquence d'exposition, la gravité. Si l'accident se produit, est-ce que les conséquences vont être graves? Le risque et le nombre de personnes exposées. Est-ce que ce sont tous les salariés de l'entreprise? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est juste une fois de temps en temps un cas particulier? Est-ce qu'on peut faire également les choses différemment? Et après, on va pouvoir formaliser ce document unique d'évaluation des risques. On va commencer par un recensement par poste de travail. Quel est le risque? Dans quelle situation ça se présente? Puis finalement, ce qui va bien, ce qui va moins bien. On peut également le faire à l'inverse, se dire: voilà, j'ai un risque, et je vais regarder par risque toutes les personnes qui sont exposées et pareil, on regardera ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis finalement les conséquences possibles. La deuxième approche, c'est, ça vous fait moins de cas parce qu'en fait, si je prends un risque, par exemple le risque incendie et que vous allez détailler, finalement le risque incendie, c'est avec toutes les personnes de l'entreprise. Donc sinon, il va falloir, si vous abordez la première approche, dire: voilà, moi je suis tel poste, poum, je mets le risque incendie, tel autre poste, poum, je remets le risque incendie. Voilà. Bon après, c'est une question de méthodologie, la loi précise pas si vous devez partir du risque ou par le poste de travail. En Nous, on pense qu'en partant du risque, ça coupe moins d'arbres quand on imprime son document unique après, mais finalement, c'est au choix de chaque entreprise, puis ça dépend aussi du modèle que vous allez utiliser pour, formaliser ce document unique. À chaque fois, on va trouver quoi? Le risque, la description de la situation. Donc, par exemple, si je prends un risque comme la manutention manuelle, je prends une personne qui travaille dans un atelier, je vais dire voilà, quelles sont finalement la charge maximale à laquelle va être soumis ce technicien de l'atelier? Est-ce qu'il a des outils? Un tire-palette électrique? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il a une table qui est à la hauteur ou pas? Quels sont les poids des colis? Sur les poids, on est sur un homme à 33 kilos maximum de port de charge et sur une femme, on est sur 25 kilos. Donc, est-ce que on dépasse ou pas? Et si évidemment on dépasse, alors déjà sans dépasser, une aide à la manutention est la bienvenue, mais au-delà, ça veut dire qu'on dépasse les seuils qui sont autorisés. Quelles sont les conséquences possibles? Est-ce que c'est, alors si je reprends mon même exemple, est-ce que ce sont des troubles musculo-squelettiques, le mal de dos, le risque que le colis tombe sur le pied et donc là on est sur un risque d'écrasement? On va ensuite mettre ce qui est mis en place et ce qui pourrait être mis en place.
Donc, ce qui est mis en place, ça peut être de l'aide à la manutention mécanique. Ça peut être une formation, gestes et postures, par exemple. Comment est-ce que je me baisse? Comment est-ce que je me relève? C'est des formations PRAP qui existent également sur le sujet. Ça peut être de changer l'organisation du travail qui fait que de gros colis, on passe à petits colis. Ça peut être un tapis qui permet de faciliter finalement entre le point d'arrivée et le point de stockage du colis. Voilà, donc c'est vraiment adapté à chaque situation que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi simplement de faire appel à un collègue quand le colis est trop lourd pour le porter à deux. Et ensuite, une fois que vous avez évalué tout ça, vous allez venir mettre un indice de risque. Donc cet indice de risque, il va dépendre, c'est ce qu'on avait appelé l'évaluation juste avant. Est-ce que c'est une situation qui se présente très souvent? Est-ce que lorsqu'on est dans cette situation, finalement, le risque de danger est élevé ou pas? Et s'il se passe un accident, est-ce que les conséquences, elles vont être graves ou pas? C'est ça qui permettra ensuite d'établir pour votre entreprise vos priorités. Une fois qu'on a fait tout ce recensement, vous allez avoir ce qui va bien à maintenir et à garder, et puis les situations, il faut faire quelque chose, et avec ce qu'on peut mettre en place. Et tout ça, vous allez venir, en fait, notamment, ce qui est encore à mettre en place, mettre dans ce qu'on appelle le calendrier des actions de prévention. Ça va être la deuxième partie de votre document unique, et c'est finalement la plus importante et celle que vous allez faire vivre tout au long de l'année. Ça va être une phase où vous allez sélectionner parmi tout ce qui pourrait être mis en place des actions prioritaires en fonction du coût, de la difficulté de mise en place et de l'importance du risque à couvrir. C'est bien de commencer par les actions où finalement, il n'y a pas de coût, et c'est possible, hein, si on passe de certaines, par exemple la mise en place d'un quart d'heure sécurité, et où l'impact va être très important. Donc, ça va permettre de classer les actions. Évidemment, une action qui coûte très cher et où l'impact n'est pas très fort, celle-là, elle est à écarter et à ne pas retenir dans votre calendrier des actions de prévention. On a un cas particulier, c'est pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Là, le calendrier des actions de prévention est à détailler un peu plus. On nomme carrément une personne responsable, on vient y mettre le budget et une échéance de temps. Et ça se traduit dans un document qu'on appelle le PAPREPACT. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a formalisé son document unique, on le met à disposition des salariés. Donc, on précise sur son affichage obligatoire les modalités de la mise à disposition. Si vous avez un règlement intérieur, en fait, le document unique va se mettre avec le règlement intérieur, avec la convention collective. Souvent, en fait, on indique une personne dans l'entreprise où c'est présent. Lorsqu'on est sur des entreprises qui travaillent beaucoup sur ordinateur, on peut aussi le mettre sur un répertoire partagé dès lors que le fichier n'est pas modifiable. Comme ça, les personnes savent que dans tel répertoire, ils vont trouver toutes les informations qui les intéressent. Ensuite, au fur et à mesure que vous aurez sélectionné vos actions, il y a des actions qui vont être mises en place. Et donc là, l'idée, c'est à chaque fois que vous faites une action, ou alors à un point régulier, une fois par trimestre, hein, par exemple, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce trimestre? Je vais venir mettre en face de mon action la date de réalisation. Voilà. Et puis c'est l'occasion de se dire, maintenant, je passe à l'action suivante. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Et de se rappeler les actions qu'on avait envie de mettre en œuvre. Il y a un cas particulier, c'est si vous avez un CSE dans votre entreprise, il faut les informer régulièrement de l'avancement, puisqu'en fait, les membres du CSE sont co-responsables de s'il se passe un accident ou quoi que ce soit dans l'entreprise. Puis en général, c'est un sujet qu'ils aiment bien et sur lesquels ils sont auteurs eux-mêmes et où ils peuvent passer des messages aussi à leurs collègues. Et le troisième point, ça va être de la communication à l'extérieur. En fait, votre document unique doit être transmis, ainsi que ses mises à jour à la médecine du travail. Une entreprise peut être rachetée. On a dit que le document unique devait être conservé pendant 40 ans. Forcément, pendant 40 ans, il se passe plein de trucs sur une entreprise. Donc, du coup, en fait, c'est les services de santé au travail dont vous dépendez qui sont en charge de conserver et de garder cette traçabilité. Donc, il y a les documents uniques qui vont être conservés dans votre entreprise. Et puis, on ne sait jamais demain si elle ferme, si quelqu'un la rachète, si elle change de locaux, s'il y a un dégât des eaux, ou je sais pas quoi. Eux, ils auront un double, en fait, si vous voulez. En 2021, il était annoncé un portail où chaque entreprise serait obligée de déposer ce document unique. Aujourd'hui,
ce sujet a été stoppé. Alors, la loi existe toujours, hein, mais pour des raisons pas forcément de complexité et également de gestion des données personnelles et de confidentialité de certains processus de fabrication. Aujourd'hui, ce projet a été stoppé. On attend simplement une modification de la loi qui, pour l'instant, n'est pas survenue. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez votre document unique et que vous mettez à jour, vous le mettez à jour, bah, vous devez l'envoyer à votre médecin du travail. C'est important parce qu'il fait également le suivi des salariés, donc ça nous permet de voir s'il y a un problème particulier, bah, ce qui est mis en place au niveau de l'entreprise. Plusieurs solutions pour réaliser le document unique. Vous pouvez le faire tout à fait en interne avec vos propres ressources et vos équipes. Il y a des logiciels qui existent, il y a des modèles également qui existent, qui sont achetables ou qui sont mis à disposition en ligne. En fait, c'est des abonnements ou vos fédérations, en fonction des fédérations et des syndicats auxquels vous appartenez. On a également les services de santé au travail qui permettent de mettre à disposition gracieusement un logiciel qui s'appelle Ouria, qui permet en fait de remplir directement en ligne l'ensemble des documents et propose également des formations. On verra les plus et les moins de chaque solution après. Vous pouvez également choisir d'externaliser cette prestation. Il y a quelques éléments auxquels il faut être vigilant. Donc évidemment, il faut que lorsque vous externalisez le document unique qui vous sera livré, bah, répondre aux éléments de votre entreprise. Ça peut pas être, je ne sais pas si vous êtes paysagiste, un document unique type paysagiste, ça fonctionne pas parce que chacun a ses machines. Si je garde l'exemple des paysagistes, il y a des personnes qui vont faire des travaux, de l'aménagement, des enrobés, des bitumes, des murs. Il y en a d'autres qui vont se consacrer aux végétaux vivants. Donc, il n'y a pas une entreprise qui travaille pareil, même dans le même métier. Il faut également que les personnes, si elles sont extérieures de l'entreprise, soient habilitées intervention en prévention des risques professionnels. Et là, c'est recensé au niveau des sites de l'adresse. Il faut un engagement, enfin, faire attention à l'engagement dans le temps. Donc, ce document qui va vous être remis, bah, si vous décidez de ne plus travailler avec cette société, bah, vous l'ayez bien à vous, qu'il vous appartienne bien. Voilà. Et puis, j'ai mis également, là, il y a des solutions de formation qui sont proposées par des prestataires extérieurs. Et finalement, une fois qu'on a fait la formation, bah, après, on revient au cas numéro 1 en interne. Quelle que soit la solution qui soit choisie, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est que derrière votre document unique, que ce soit un outil que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, qui soit exhaustif, parce que si demain la responsabilité juridique doit être engagée, il faut que les cas aient été vus. Évidemment à l'intérieur. Donc, s'il est partiel, ça vous protégera de rien du tout. Et puis donc derrière, qu'il soit de qualité, que vous puissiez le faire vivre. Le plus et le moins, et là c'est vraiment propre à chaque entreprise de le souhaiter, c'est de choisir en fonction de sa façon de s'organiser. Le faire en interne, ça coûte moins cher que de faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Encore que des fois, en chiffrant finalement le temps que les personnes vont passer dessus, euh, peut-être que le coût réel n'est pas si faible que ça. L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps, parce que bien le faire, ça ne se fait pas en 1 heure sur un coin de bureau. Faire appel à une entreprise extérieure, ça va permettre d'aller plus vite. C'est rassurant aussi quelque part, mais ça coûte évidemment un peu plus d'argent que de le faire soi-même. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, et puis l'enregistrement que j'ai fait de ceci afin de le partager derrière aussi aux personnes qui n'ont pas pu finalement se connecter aujourd'hui. Et je vous propose, si vous avez des questions, j'arrête.